Si tu souhaites te lancer dans la vidéo de mariage, honnêtement, tu es vraiment au bon endroit parce que j'ai eu la chance d'animer une masterclass pour la formation Les Vidéopreneurs et justement, je me suis dit que je voulais aussi t'en faire profiter. Donc du coup, je vais t'expliquer en fait ici énormément de contenu par rapport à la vidéo de mariage qu'on peut aussi transposer par rapport à la photo de mariage, mais comme la formation s'adresse à des vidéastes, je vais beaucoup plus centrer sur la vidéo, mais je vais te parler de pourquoi faire du mariage, de comment se lancer, de l'importance d'avoir un réseau, de comment trouver ses premiers clients. Bref, tu auras vraiment plein d'infos et tu es quand même un petit peu chanceux ou chanceuse parce que c'est du contenu qui vaut quand même de l'or, mais on va en parler juste après ça. Voilà, bienvenue sur la masterclass de vidéo de mariage. On est bien en 2024 et moi je suis bien Jonathan Douette et donc du coup en fait je vais t'expliquer juste en fait qui suis-je pour pouvoir te donner des conseils. La réponse elle est super simple, je suis strictement personne. Et c'est pour ça que je vais te demander par rapport à cette masterclass de prendre ce qui t'est utile à toi et pour toi, de rejeter ce qui ne l'est pas et enfin d'adapter ce qui est utile à ta situation. Et ça c'est vraiment hyper important. Moi je suis personne pour donner des conseils, je vais juste me baser sur mon expérience à moi. Et du coup, si ça te ressemble, prends-le. Si ça te ressemble pas, tant pis. Donc, je veux vraiment que tu aies un certain recul par rapport à tout ce que je vais dire et à la manière surtout de l'adapter dans ton business de vidéaste. Alors justement, le plan de la masterclass, en gros, je vais parler de quoi? Je vais commencer par le pourquoi faire de la vidéo de mariage. Donc en gros, les points positifs et les points négatifs de se lancer en tant que vidéaste dans la sphère et la niche du mariage. Au final, qui nous sommes et ce que nous offrons. Donc là, je vais un petit peu parler du style de film, du client cible, de ses problèmes, des offres et on va parler un petit peu de personal branding. Ensuite, je vais te parler de l'expérience client. C'est pour moi un point en fait qui est super important et donc c'est comment se différencier, le workflow d'un vidéaste de mariage et enfin tous les guides que moi je peux envoyer avec tout l'accompagnement du client. Ensuite, on va parler du réseau et se construire un réseau avec justement les différents prestataires, les événements de réseautage, le salon. Et enfin, les stratégies d'acquisition client. Donc en gros, comment adapter et comment avoir ses premiers clients avec le SEO, le blog, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, etc. Et tu vois que j'ai mis vous décoller ici parce que je suis certain qu'avec déjà tout ça, ça va vraiment te donner plein d'idées pour pouvoir justement décoller en tant que vidéaste de mariage. Alors justement, pourquoi faire de la vidéo de mariage? Moi, je vois vraiment énormément de clichés en fait par rapport au mariage. On a un peu l'impression justement que le mariage, c'est un peu ringard, c'est un peu lame, on n'aime pas trop. Et évidemment, c'est la représentation qu'on en a des médias. Quand on voit des émissions de TV comme 4 mariages pour une lune de miel, Marié au premier regard, ou alors certains photographes qui font des trucs un petit peu douteux, voilà, on a un petit peu une vision du mariage en se disant moi, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que c'est un peu nul, c'est un peu ringard. Les gens qui s'aiment, ils font des cœurs comme ça, voilà. Alors qu'au final, le mariage, c'est pas spécialement ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut totalement supprimer de notre imaginaire. Le mariage, ce n'est pas chaque fois ce qu'on nous montre à la télévision. Et heureusement. En fait, le mariage aujourd'hui, c'est plus tout ça. Il y a vraiment moyen d'avoir des événements mais hyper stylés, hyper stylisés, avec des gens trop sympas. Et il y a surtout moyen de s'éclater en termes d'image. Le mariage, c'est pas que la salle des fêtes du coin avec 20 invités où on fait la jarretière et tout le monde fait la chenille à la fin de la journée. C'est vraiment pas ça du tout. C'est plus vraiment à l'heure actuelle un moment de partage, de convivialité et juste une célébration en fait d'une famille. Je dirais même que le mariage, ça va beaucoup plus loin que juste deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de se mettre la bague au doigt, quoi. Et à l'heure actuelle, franchement, il y a vraiment moyen de faire des choses mais super cool dans les mariages. Et même en tant qu'image, nous en tant que vidéaste et photographe, il y a vraiment moyen d'avoir un truc mais super quali dans les mariages. Et ça, il faut absolument que ça rentre dans la tête des gens et dans ta tête à toi aussi quand tu vas faire du mariage. C'est vraiment pas que la jarretière dans la salle des fêtes avec Magic System à fond derrière, quoi. C'est vraiment pas ça du tout. Et justement, moi je vois en fait des points positifs et des points négatifs à être vidéaste de mariage. Faire le mariage, en fait, pour moi, vraiment le positif, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un environnement positif. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est bien fringué, tout le monde est heureux, tout le monde rigole, on mange bien, donc c'est quand même un environnement de travail qui
qui est vachement positif par rapport à la plupart des environnements de travail, quoi. Vous n'êtes pas enfermé dans un bureau avec votre patron qui vient, qui vous tape sur les doigts, t'as fini pas, voilà. On est quand même dans un environnement qui est très très positif. Je trouve que en tant que vidéaste et photographe, on est clairement privilégié dans le sens où on va avoir accès à des moments que personne d'autre n'a accès. Quand on a les préparatifs de la mariée, préparatifs du marié, etc., on est vraiment dans les coulisses au final d'un événement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Faut pas oublier aussi qu'en 2023, il y a eu 242 000 mariages en France. Et ça, c'est super bien parce que ça veut dire qu'il y a 242 000 personnes qui recherchent potentiellement un ou une photographe, un ou une vidéaste. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, ça veut dire que ça se renouvelle aussi tous les ans et que le milieu du mariage, au final, il se porte bien après les années de Covid où ça a été un petit peu au ralenti. Il y a aussi possibilité de voyager, sachez que ça intéresse énormément de gens. Donc en fait, en faisant du mariage, il y a tout à fait moyen de le faire à l'étranger, de signer des mariages à l'étranger, donc de voyager et d'être payé au final pour voyager. Tout peut être automatisé. Une fois qu'on a fait un mariage, honnêtement, on peut automatiser tout son workflow pour les autres mariages. Et donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'en termes de volume, il y a quand même moyen de faire quelque chose aussi. C'est saisonnier. Donc, je prends par exemple l'exemple d'une amie qui est photographe de mariage. Eh ben, elle a sa saison de mariage qui va plus ou moins d'avril jusqu'à octobre-novembre. Et puis après, elle part et elle voyage, etc. Elle va même donner des cours de yoga en Indonésie, etc. Enfin voilà. Donc il y a vraiment moyen au final d'arranger son planning, vu que c'est saisonnier, pour pouvoir faire d'autres choses aussi sur le côté. Le matériel est abordable, ça ne demande pas 3 camions de production pour réaliser une vidéo de mariage. Donc je trouve que c'est quand même un matériel qui est relativement abordable, évidemment abordable dans la sphère photo-vidéo avec des boîtiers à 2000 balles. Il faut tout remettre aussi dans son contexte. Et alors, enfin, moi je trouve que c'est une aventure humaine énorme. On rentre vraiment dans l'intimité d'une famille, on rentre dans l'intimité d'un couple et on rencontre aussi des nouvelles personnes quasiment chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment sympa. Par contre, les points négatifs, faut quand même avoir ça à l'esprit, c'est que c'est travailler le samedi et tout l'été. Donc évidemment, les mariages, il y en a parfois le vendredi, parfois le dimanche, c'est principalement le samedi. Donc du coup, ça veut dire que tous vos samedis d'été, alors que tous vos potes sont en terrasse en train de boire un verre, vous êtes sur un mariage en train de bosser. Ce sont des longues journées, parfois on commence à 9h du matin et on finit à 2-3 heures, donc en fonction des packages qu'on peut faire, etc. Mais ce sont vraiment des journées qui sont très très épuisantes, c'est pour ça que j'ai mis le point d'après. Honnêtement, c'est lourd physiquement. Moi ici maintenant, j'ai 34 ans, je peux dire que le dimanche, je le sens quand même, hein. Je rentre, j'ai du mal à m'endormir tellement j'ai mal aux jambes parce que je suis resté debout quasiment pendant 13 heures. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête que physiquement parlant, je sais pas comment ils font, ceux qui ont plus de 50, 60 ans, qui font encore des mariages comme ça. Moi, personnellement, je les admire. On n'a quasiment aucun contrôle. Donc, on va pas demander ah tiens, la bague, là, tu peux la repasser dans le doigt, s'il te plaît. Enfin, voilà, c'est du run and gun, c'est de l'événementiel. Et on a du contrôle sur rien. On ne contrôle pas la lumière, on ne contrôle pas ce que le DJ va mettre comme ambiance, on ne contrôle pas les plats, s'ils sont beaux, s'ils sont pas beaux, on contrôle pas s'il va y avoir de l'ambiance, on contrôle pas les invités. Donc, on est dans un environnement assez hostile au final pour faire de la photo ou de la vidéo. Enfin, en vidéo, on va avoir beaucoup de rush. C'est une journée de 13 heures où on va appuyer, filmer, rec, oui, non, 3 secondes, 5 secondes, 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là. Donc on va avoir énormément de rush au final à la fin. Et une nouvelle fois, c'est logique vu qu'on n'a quasiment aucun contrôle. Donc on va parfois changer les plans, changer les angles de vue, etc. On parle qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, il ne faut pas se le mentir, qui se lancent dans le mariage parce que il y a moyen de faire quand même de l'argent assez rapidement et que c'est un environnement positif comme je l'ai dit. Donc ça veut dire qu'il faut se démarquer. Moi je l'ai mis concurrence entre guillemets parce que je ne considère pas vraiment que c'est de la concurrence, mais ça je peux y revenir après. Une nouvelle fois, l'avenir quand on devient vieux. Moi je ne vois pas par exemple quelqu'un de 60 ans aller faire des films de mariage pour des jeunes couples de 25 ans qui se marient. Il y a parfois justement un décalage comme ça et puis au final quand on devient vieux, mais je pense qu'il y a vraiment aussi des moyens de reconversion après le mariage, mais ça on peut en parler aussi après. Et alors j'ai mis répétitif parce que
Bien que chaque mariage est différent, bien que chaque couple est différent, moi je vais être franc, le discours du maire ou de la mère à la mairie, je le connais totalement par cœur, hein. Limite, je peux prendre sa place et je peux marier les gens, quoi. Voilà, parce que c'est quand même toujours une cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse, une cérémonie officielle à la mairie ou à la maison communale en Belgique. Donc voilà, il y a quand même cette répétition qui est là, au final, c'est toujours un petit peu les mêmes journées. Alors, au final, qui sommes-nous et ce que nous pouvons offrir à nos couples de mariés? La première chose, ça va être le style. Alors, je vais être super franc, quand j'entends film de mariage, je vois directement la petite musique folk, des images à 60 ou 120 fps, donc vraiment du gros ralenti, du slow motion, le petit discours de quelqu'un par-dessus avec vraiment la larme à l'œil, et alors les plans en drone du domaine. Ça, ce sont 98% des films de mariage, malheureusement. Et c'est tous ceux qui se lancent, etc., ils commencent toujours par faire ce genre de film. Par pitié, il y a vraiment moyen de faire autre chose que ça. Et il y a vraiment moyen de sortir du lot aussi en offrant quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce genre de film qu'on a déjà vu et encore revu. Le nombre de films de mariage qu'on m'envoie en disant « Ah, regarde, c'est le film de mariage de machin. Ah, regarde, il y avait un vidéaste au mariage de bidule. » Et puis en fait, je commence le film, c'est oui, voilà. C'est un énième film avec la petite musique de Tout ce qui va bien, avec le petit truc, et puis le discours. Aujourd'hui, je t'aime depuis 8 ans. Enfin, voilà, on a déjà vu ça 1000 fois. Donc, par pitié, ça, voilà, j'ai mis 95% des gens qui font ça. Et si vous faites ça, c'est pas grave, hein. Il y a toujours moyen, effectivement, de changer. Et de changer pourquoi, justement? Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire plein de trucs exceptionnel dans le film de mariage et que c'est un petit peu à nous aussi de sortir de ce qu'on fait généralement et de peut-être proposer des éléments de fiction. Je pense par exemple à un vidéaste de mariage portugais qui va prendre des acteurs pour rejouer des scènes de comment est-ce que le couple s'est rencontré, etc. Où il fait une interview juste avant. Moi, je trouve ça super intéressant et ça change une nouvelle fois de 95% des films de mariage qu'on peut voir. Peut-être créer ça comme un épisode de série ou de télé-réalité. Imagine un peu un film de mariage où vous allez interviewer des invités dans les toilettes et ils mettent une note sur 10 sur le mariage avec un petit truc, un peu comme un dîner presque parfait ou un truc comme ça. Ça peut vraiment être un élément différenciant et un film qui ressort un petit peu. Et une nouvelle fois, si ça ne correspond pas, vous faites pas. Je pense par exemple à essayer de faire un plan séquence. Ça peut être un truc totalement dingue d'avoir un film de mariage avec un long plan séquence de peut-être 5 minutes dedans. Alors très difficile, mais il y a moyen. L'interview des proches, ça c'est un truc que j'ai fait aussi sur certains mariages en soirée. J'allais interviewer des proches, etc. Et je mettais ça dedans pour dynamiser un petit peu le montage. Franchement, ça fonctionnait super bien. On peut même imaginer de faire des interviews de proches par après, d'aller par exemple interviewer la grand-mère qui a participé au mariage, de dire en fait ça représente quoi que votre petite fille elle se marie maintenant, ça fait quoi, ça vous fait penser à quoi, et de mettre ça, et là franchement vous allez avoir une plus-value qui est juste mais gigantesque. La musique et le sound design aussi, c'est pas tout le temps que de la petite musique qui met la larme à l'œil avec des gens qui s'aiment et qui font des chœurs, quoi. Il y a moyen de mettre des musiques hyper prenantes, hyper dynamiques aussi, et il y a moyen aussi de changer la musique. Je vois souvent le vidéaste, il prend une musique, il tape ça fait 5 minutes, il fait son montage dessus, et puis voilà, basta, c'est bon, et ça change pas, quoi. Il y a vraiment moyen de rythmer ça comme un film ou comme une publicité, etc. Il y a vraiment moyen de faire des trucs super bien. Avoir une colorimétrie unique aussi, on peut se différencier au final justement par ça, pour une nouvelle fois sortir du lot. C'est pour ça que j'ai mis le petit Oscar, parce que le but c'est vraiment de sortir de la masse au final. On peut faire aussi par exemple un générique de série. Moi je trouverais ça mais juste génial d'avoir comme si c'était le nom des personnages et tout ça qui vont intervenir dans une série, et vraiment de faire son montage et de le construire comme ça. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire 1000 choses, et j'ai envie de dire voilà, ne pas entrer dans la concurrence mais se rendre unique pour que la concurrence soit non pertinente. Ça c'est vraiment le truc que j'ai envie que tu retiennes justement de cette partie-là, c'est vraiment ne pas entrer dans la concurrence, de faire ah lui il fait ça, moi je fais ça, mais vraiment d'être totalement unique et d'être tellement différent qu'au final tu n'as même pas de concurrence parce que tu es unique dans la manière dont tu fais ton film, dont tu as ton propre style en fait. Et ça c'est vraiment, je trouve, hyper important. Et c'est ça que quand on parle de ouais il y a plein de concurrence, franchement si on est unique, la concurrence, on n'y pense même pas.
Alors justement, un truc hyper important, ça va être de cibler un client. Il ne faut pas plaire à tout le monde. Le client cible, au final, ça va être très simple. Dans ce cas-ci, ça va être un couple cible. Donc on va vraiment essayer de trouver un couple qui va vouloir acheter ce que nous, on va proposer. Et donc, on va essayer de créer un couple avec l'âge, les professions, les passions, la région, voilà, tous ces trucs-là. On peut aussi écrire leur mariage idéal. Est-ce que c'est en petit comité? Est-ce qu'il y a plein de gens? Est-ce qu'il y a 300 invités? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Est-ce que ça va être une cérémonie religieuse, catholique, tradie, etc.? Est-ce que ça va être une cérémonie laïque? Voilà, il y a vraiment moyen d'avoir plein de choses déjà de différents par rapport à chaque couple. Ce serait bien aussi de lister les prestataires de rêve, donc autrement dit les domaines dans lesquels ils auront envie de se marier, le ou la fleuriste qu'ils auront envie de contacter, chez qui ils vont aller acheter la robe ou les costumes, etc. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est de faire ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, moi je cible des mariés qui ne veulent pas faire le jeu de la jarretière parce qu'ils trouvent ça un peu ringard et vulgos. Je vise des mariés qui ont une cérémonie laïque parce qu'ils sont pas croyants et donc ils veulent un truc un peu plus chill, etc. Et des mariages plutôt en plus petit comité et pas des trucs avec 3000 personnes qui sont là, quoi. Donc voilà, il y a vraiment moyen de cibler très très fort ça. Et à partir du moment où c'est ciblé, toutes les actions qu'on fait vont être par rapport à ce couple-là. Et surtout, ce qu'il va falloir identifier, ce sont leurs problèmes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans le mariage, ils ont tous le même problème, ils veulent un film, ils veulent des souvenirs. Honnêtement, pas que. C'est pas que on veut des souvenirs. Évidemment, le fait de vouloir des souvenirs de son mariage, ça va être un élément très important. Mais ils veulent pas que des souvenirs. Il y a des gens, par exemple, ils veulent se la péter sur Insta. Et à ce moment-là, il faudra faire une prestation où on va vraiment mettre en avant le couple et pas spécialement les invités, où on va mettre vraiment ce qu'on va appeler des hero shots, où on va vraiment les mettre eux en valeur. On va peut-être, s'ils veulent se la péter sur Insta, proposer dans une autre formule des formats courts aussi, des formats courts et verticaux, voilà, par exemple. Ça peut être aussi, je suis pas à l'aise devant l'objectif. Ça peut être ça un problème. Moi, je veux un vidéaste qui me met à l'aise quand il va me shooter, ou que je ne vois pas, qui est très discret. Et à ce moment-là, on peut comme ça arriver à avoir des différences par rapport aux autres. Il y a aussi, je vais être chouchouté, moi je veux recevoir des petits cadeaux, je veux recevoir des trucs, je veux que tout se passe bien, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Par exemple aussi, je voudrais que la vidéo raconte notre histoire, avec vraiment le début quand on s'est rencontrés jusqu'à notre mariage, et donc peut-être de faire revivre une nouvelle fois des événements, d'aller shooter dans d'autres lieux aussi, d'aller shooter à d'autres moments que la journée de mariage, c'est tout à fait possible. Je veux me centrer sur les invités. Il y en a qui disent, voilà, moi je veux pas me mettre en avant, nous on n'est pas comme ça, on n'est pas à l'aise, on veut vraiment avoir les moments de vie, les invités ou quoi. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant dans sa communication si on veut attirer ce genre de couple-là. Je vais être accompagné, guidé, même chose, ou alors je suis éco-responsable. Il y a des gens qui disent, voilà, moi je suis éco-responsable, je veux donc un vidéaste éco-responsable qui va venir en train, qui va pas utiliser de voiture, on va faire du covoiturage avec lui, etc. Voilà, ça peut être tout à fait quelque chose qui se fait. Ou je veux voir les moments que je n'ai pas vus, ça on le demande aussi souvent. Moi je veux que dans le mariage je sois ébloui par tout ce que j'ai pas vu. Voilà, c'est des choses qui se font. Ou alors, je voudrais du fun et de la folie et avoir quelque chose de totalement décalé. Je parlais tantôt d'être dans les toilettes en mettant des notes. Ça peut être quelque chose de totalement décalé aussi que pas beaucoup de gens font au final. Alors justement, ça va se traduire dans nos offres. Moi, ce que je conseille, c'est de faire 3 offres différentes. La première, c'est l'offre d'appel, c'est celle où on va mettre le à partir de sur notre site. Donc, par exemple, moi, je suis à partir de 1600 € sur mon site. Donc, ça veut dire qu'il faudra débourser au minimum 1600 €. Ça permet déjà, en fait, ici, de faire un tri dans les personnes qui n'auraient peut-être pas ce budget-là. Dans cette offre-là, on va mettre vraiment un petit truc, un peu d'heures de présence, peut-être juste une vidéo teaser de 2 minutes. Si je fais vraiment un exemple, juste pour que tu comprennes bien. L'offre du milieu, c'est l'offre phare, c'est celle qu'on veut vendre. Donc là, on va mettre vraiment ce qu'on a envie de proposer. Par exemple, 12 heures de présence, un teaser de 2 minutes, un film de 8 minutes et un coffret USB avec la vidéo dessus. Et enfin, l'offre 3, c'est l'offre popcorn plus étoile machin chouette. C'est l'offre où en fait on se fait plaisir. En fait, elle est là pour valoriser celle du milieu parce qu'on va toujours acheter quelque chose quand il y a quelque chose en fait de plus gros à côté. On va avoir plus envie justement d'acheter ce qui nous correspond le mieux. Et cette offre-là, en fait, on va mettre absolument tout dedans, des plans drone, 3 reels Insta, tout ce que vous voulez. Et si un client la prend,
bah tant mieux, ça veut dire que vous avez bien vendu le truc, mais c'est vraiment celles du milieu qui vont en fait être là pour attirer. Moi, ce que je conseille, c'est de la mettre en avant aussi dans la plaquette de prix, de mettre que c'est elle qui est la plus vendue et de faire chaque fois un écart de 30% dans justement les offres que vous allez avoir. Comme ça, en fait, on a vraiment des paliers qui sont un petit peu clairs pour les clients. Alors justement, on va un petit peu parler du personal branding parce qu'ici, on ne travaille pas avec des entreprises, on travaille avec des gens. Et les gens, ils ont envie de venir pour nous, nos services, etc., mais principalement pour notre personnalité. C'est nous qu'on va mettre en avant, c'est pas une maison de production, etc. Donc c'est vraiment, ils vont venir pour Jonathan Douette qui va faire la vidéo comme Jonathan Douette fait des vidéos, etc. Donc du coup, en fait, le personal branding, ça va être assez important. Le personal branding, c'est quoi? En gros, si on résume, c'est ce qu'on dit de nous quand on n'est pas dans la pièce. Donc on va en fait chaque fois véhiculer des certaines émotions, un certain sentiment, etc. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir parfois ce qu'on dit de nous quand on n'est pas dans la pièce. Parce que parfois on s'étonne aussi de tout ce qui se dit. Moi je vois que dans le personal branding, on peut vraiment diviser ça en deux parties. Une partie identité visuelle et une partie identité de marque. La partie identité visuelle, c'est quoi? Ben en gros, c'est un logo, c'est une charte graphique, c'est des déclinaisons de logo, c'est une palette de couleurs, ce sont des polices d'écriture qui fait que dès que vous allez faire un post, dès qu'on va voir votre site internet, etc., on va tout de suite dire « Ah, ça c'est machin, ça on le reconnaît, c'est sa patte ». Ensuite, vous allez avoir l'identité de marque et là, c'est plutôt en fait des archétypes de marque. On va plus se centrer sur le pourquoi vous faites les choses, vos valeurs et les émotions que vous allez véhiculer. Si jamais vous êtes un peu perdu là-dedans, moi ce que je conseille, c'est de demander à des proches ou à des gens qui ont travaillé avec vous ou avec toi, justement de voir en fait au travail, c'est quoi tes points positifs, c'est quoi tes qualités et surtout bien travailler sur le pourquoi. Le pourquoi est-ce que vous avez envie de vous lancer comme vidéaste ou comme photographe de mariage. Et j'insiste là-dessus, chaque mot, chaque logo, chaque couleur, chaque virgule, chaque post, chaque mail, tout doit être pensé pour parler au client cible et pour renforcer son identité de marque et son personal branding. Donc chaque mail, la manière dont on commence un mail, si vous dites bonjour, hello, salut, wesh ma gueule, voilà, tous ces trucs-là, ce sont des trucs en fait qui vont directement catégoriser et vous mettre dans une partie et une nouvelle fois renforcer ou non votre personal branding. Donc si vous voulez plaire à tout le monde, vous mettez bonjour machin et bonjour madame. Nanana. Si vous voulez vraiment être impactant, avoir un truc, vous mettez hello les futurs mariés ou salut la team des futurs mariés, un truc comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment moyen de réfléchir à tout ça, mais ça doit être réfléchi en amont avant d'être mis au final dans le monde. Alors justement, des exemples. On imagine, donc ici je vais vraiment donner des exemples concrets parce que je veux que tu repartes ou que vous repartiez avec le plus d'éléments possible. Voilà, on a un client, c'est un couple écolo, ils se déplacent à vélo, ils vont dans des magasins bio, tout le bazar, vous avez compris. Problème, ils ne trouvent pas de vidéaste engagé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une palette de couleurs naturelles pour déjà parler à ce client-là. Donc mettre par exemple du brun, du vert, etc. On peut dire qu'on fait les déplacements en train, qu'on s'arrange avec les invités pour faire du covoiturage le jour même. Vous pouvez avoir des coffrets USB en bois recyclé, évidemment, chaque fois vous allez mettre en avant tout ça sur vos réseaux sociaux. Mes coffrets sont en bois recyclé, la planète est importante pour moi, blablabla. Les prestataires de confiance, par exemple des robes de seconde main ou des artistes qui font eux-mêmes les bijoux, etc. Tout ce qui est local, enfin voilà, et vraiment de mettre ça en avant. Et évidemment, faire des articles de blog sur comment avoir un mariage éco-responsable, comment faire que votre mariage soit plus écolo. Voilà, ça peut vraiment être des trucs super impactants. Ensuite, au niveau un autre client, un autre exemple, un couple hyper amoureux, démonstratif, on se fait des bisous tout le temps, etc. blablabla. Leur problème, c'est qu'ils veulent sortir du lot. Ce qu'on peut faire, c'est se centrer sur le couple et vraiment pas sur le reste. C'est de filmer des moments d'intimité. Je prends par exemple des films que j'ai vus où ils allaient les filmer dans la douche. Alors, rien de vulgaire, etc., blablabla, mais il y avait vraiment moyen, vous mettez un petit éclairage sympa, vous avez la buée sur la vitre et tout. Il y a vraiment moyen de créer quelque chose, des images en fait assez sensuelles et intimistes, sans être vulgaires, que des gens vraiment peuvent rechercher.
Ensuite, donc voilà, par exemple, de proposer des vidéos verticales sur Instagram et avoir un positionnement exclusif. Dire, moi, je ne fais que 10 mariages par an parce que je veux vraiment mettre en valeur le couple, etc. Blablabla. Bla bla bla. Et peut-être être exclusif aussi avec son prix. Hein. Il y a toujours moyen. Ça, c'est le positionnement. Je vous renverrai aussi vers d'autres vidéos après. On peut avoir aussi un couple très traditionnel, très catholique, de bonne famille. On veut, voilà. Et le problème, c'est qu'ils veulent vraiment un patrimoine à transmettre à leur descendance, on imagine. Hein. Et donc du coup, là, on va dans notre offre pouvoir proposer des interviews, on va évidemment montrer des églises dans notre communication, on va avoir des avis clients centrés sur la tradition et la famille, peut-être pas interviewer justement dans nos avis clients qu'on met sur notre site le couple qui s'est marié, mais peut-être leurs enfants qui ont après regardé la vidéo de mariage en disant c'était vraiment un témoignage de l'union de nos parents, machin chouette, voilà. Donc évidemment, il faut aller sur plusieurs années. Hein. Et donc de filmer la famille, filmer les parents, filmer les cousins, les tontons, tout ce qui passe par là, quoi. Justement, l'expérience client, comment au final se différencier de la masse? Je pense que j'ai déjà pas mal répondu par les dias précédentes, mais on peut vraiment se différencier par le conseil qu'on va offrir. Normalement, je dis bien normalement, on a fait plus de mariages que le couple qui va se marier. Donc on peut vraiment, par exemple, moi je réalise plein de guides. Lors du rendez-vous aussi, je passe vraiment chaque étape de la journée avec les mariés et je leur dis, alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Ah, ce serait bien que là, il y ait ça. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et souvent ils disent, ah non, ça en fait on n'y avait pas pensé, on ne savait pas que ça existait, etc. Donc c'est vraiment un truc hyper intéressant. Moi je fais des vidéos d'explication aussi. Chaque fois que j'envoie un mail avec un guide, j'ai une vidéo qui explique le guide. Comme ça, ils peuvent le lire s'ils sont très dans la lecture, etc. Et ils peuvent aussi regarder la vidéo s'ils veulent passer un moment à deux. Donc voilà, des articles de blog aussi, c'est vraiment hyper intéressant. On peut se différencier par rapport à notre offre. Moi, je trouverais ça génial qu'à chaque fois que je signe un mariage, je fasse une affiche de film, comme si, voilà, avec l'affiche, avec machin, avec les dates et tout, comme si on était au cinéma. Je trouverais ça énorme. Et alors sur Instagram, je posterais que les affiches de chaque mariage. Par exemple, des interviews, par exemple la colorimétrie, par exemple de faire peut-être que des films en noir et blanc. C'est un truc qui se fait très peu dans la vidéo, ça, de faire des films en noir et blanc, alors qu'en photo, il y en a plein qui adorent le noir et blanc. Donc ça aussi, ça peut être vraiment des éléments différenciants. La communication aussi, j'en ai parlé, la vidéo dans les mails, montrer sa personnalité, les gens ils veulent nous avoir nous, donc par exemple sur notre site, d'avoir une rubrique à propos où on parle de nous. Moi j'ai une rubrique à propos sur mon site où je dis j'adore les jeux vidéo, mon jeu vidéo préféré c'est Zelda, j'adore le sport, je suis supporter de Liverpool, voilà. Et c'est des trucs qui peuvent en fait connecter et surtout montrer son visage. Hein. C'est bien d'avoir des beaux logos et tout ça, et de mettre ça sur Instagram, mettre sur ce site et tout ça, mais les gens ils veulent un visage, ils veulent pas un logo, ils veulent vraiment dire ah c'est lui. Voilà, et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal aussi. Téléphoner, on imagine par exemple que vous avez un premier contact, directement vous téléphonez, vous les appelez et vous dites ah j'ai vu que vous avez fait un contact, comment ça va, qu'est-ce que vous envisagez pour votre mariage? Je peux vous dire que 95%, je reviens toujours avec 95%, j'aime bien inventer des stats aussi, 95% des gens ils appellent pas, hein, et ils renvoient juste tiens voilà ma plaquette de tarif, allez, salut, au revoir. Ça peut être aussi un élément différenciant. Aussi, contacter quand vous avez quelqu'un qui vous suit sur Instagram. Alors là, évidemment, ça va dépendre de combien de gens vous suivent sur Instagram, etc. Mais moi, j'ai eu justement le cas de quelqu'un. Donc, je commence à suivre la personne et la personne me dit « Salut, merci beaucoup d'être intéressé par mon boulot. Merci d'être passé par là. Merci pour ton abonnement. J'espère vraiment que je t'apporterai plein de choses. Et si tu as une question, honnêtement, n'hésite pas. » Vous faites ça, je vous jure que personne ne le fait. Vraiment. Et enfin, l'expérience client. Par exemple, d'offrir des petits cadeaux, des surprises, de soigner les moments clés. On imagine par exemple que vous faites une séance de visionnage du film de mariage chez vous, ou je sais pas si vous avez des connaissances qui tiennent un cinéma, un truc comme ça, vous faites une projection. Ça peut vraiment être juste en fait énorme quoi. La clarté dans ce que vous dites aussi, hein, de ne pas vous perdre, etc. Et voilà, par exemple des cadeaux, on imagine qu'à la signature, vous envoyez une petite bouteille de champagne local, etc. avec 2 verres, avec les prénoms des mariés gravés dessus. Ça, c'est des trucs, c'est hyper impactant. Justement, le workflow par rapport à l'expérience client, moi je pense que ce qui est bien, c'est de lister tout le workflow et de voir comment on peut l'améliorer. Donc de faire, à partir du moment où le couple nous contacte,
qu'est-ce que je fais, quelles sont toutes les actions jusqu'à la livraison des vidéos et jusqu'à la demande de témoignage. Et de vraiment, voilà, dire avant la prestation, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pendant la prestation, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et après la prestation, je dois faire ça. Et ensuite de reprendre point par point et de voir comment on peut l'améliorer. Donc par exemple, le mail de réponse personnalisé. Ah bah moi je veux absolument une plaquette de tarifs qui soit, comment est-ce que ma plaquette de tarifs, elle peut vraiment claquer directement et se différencier des autres. Ah bah peut-être déjà en mettant des vidéos dans la plaquette de tarifs. Et ben je vais faire ça. Ensuite, un appel à l'action, de dire n'oubliez pas de réserver, n'oubliez pas de prendre un rendez-vous, l'appel à l'action c'est hyper important. Ensuite, le rendez-vous client, ensuite l'encodage dans le CRM, la signature du contrat. Comment est-ce que je peux faire que la signature du contrat soit la plus simple et facile possible pour éviter toutes les frictions? Eh ben, avoir un espace client en ligne où on sait signer le contrat directement. Voilà. Point. Et donc ce sont toutes des choses qu'il faut vraiment passer l'un après l'autre justement pour améliorer ce processus-là. Et vous voyez que pendant la prestation, tout ce qui est tournage, dérochage, choix musique, montage, etc., étalonnage, ça ce sont des choses qu'on va faire nous pour nous faciliter la vie à nous. Mais vous voyez que tout peut vraiment être au final automatisé et ça c'est hyper important. Alors justement l'expérience client, le workflow, juste imagine un petit peu quelque chose. Je vais te faire ici en fait 2 étapes. Chaque fois, on va essayer de limiter les freins pour les clients. Imagine un peu. Au niveau de la prise de contact, tu vas avoir des vidéastes qui vont juste envoyer une liste de prix par email. À côté de ça, tu vas avoir un vidéaste qui va envoyer une plaquette complète, envoyer des témoignages de clients, répondre avec un mail personnalisé, faire directement un appel téléphonique et envoyer un lien Calendly pour prendre un rendez-vous pour justement le rendez-vous de préparation du mariage. Et bien, le photographe qui a juste envoyé une liste de prix par mail, boum, KO. Et je peux te dire que la plupart des gens font comme ça. Je prends un autre exemple, la signature du contrat. On imagine que tu vas envoyer un document Word que le client va devoir imprimer, signer, ensuite scanner et renvoyer. À côté de ça, tu as un photographe ou un vidéaste qui fait une signature en ligne, qui a un espace client dans un CRM, qui a un guide de bienvenue pour dire « Ah, félicitations, voici ce que vous avez d'important à retenir par rapport à la prestation », qui envoie une bouteille de champagne avec 2 verres. Bah, le photographe qui a envoyé son bête document Word, bim! Pourtant, la majorité fait comme ça. On imagine un dernier point. La livraison, c'est une étape qui est souvent négligée, alors que c'est une des étapes la plus importantes. Alors nous, en fait, on a l'impression qu'on a fini, voilà, le film il est monté, machin, ah, mariage terminé, trop bien. Alors qu'au final, pour les mariés, c'est l'étape en fait la plus importante. Imaginez un peu quelqu'un qui reçoit juste un lien YouTube avec sa vidéo ou un lien WeTransfer. À côté de ça, un vidéaste qui va offrir un coffret USB perso, qui va offrir un petit paquet de popcorn à faire justement pour regarder dans le film, qui va faire une affiche de film. Et alors, il y a moyen de faire ça sur Canva, par exemple, un faux ticket de cinéma en disant voilà, c'est pour la séance du film de machin et machin. Et vous recevez votre petit ticket comme ça. Franchement, c'est énorme en termes d'expérience client. Et une nouvelle fois, le gars qui a juste envoyé son petit lien WeTransfer, voilà. Et une nouvelle fois, réussir dans le mariage, ça ne dépend pas de la qualité des images, mais de l'ensemble de l'expérience client. Ça fait mal de le dire, mais je suis persuadé que quelqu'un qui filme moins bien qu'un autre, mais qui a une expérience client de dingue, aura plus de succès que quelqu'un qui est super doué, mais qui a une expérience client totalement minable. Voilà, ça j'en suis totalement persuadé. Alors je dis pas que ouais, c'est bon, on filme des mariages n'importe comment, on a un chouette truc et c'est bon. Non, il faut que les deux évidemment soient au rendez-vous, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de bien le vendre que de vraiment avoir un objet hyper léché et de qualité, quoi. Alors justement, j'ai beaucoup parlé que j'envoyais des guides en fait. Alors je donne par exemple justement des exemples et une nouvelle fois c'est pour vraiment être un conseil et une ressource par rapport au marié qu'on va avoir. J'envoie un guide de bienvenue avec les étapes de la presta, les idées, les interviews, le repas parce que vous allez manger. Donc le fait de dire attention, moi je suis végétarien donc du coup il faut un repas végétarien. Ou de dire vous savez, vos traiteurs ils ont généralement des repas prestataires. Moi je suis très content avec ça. Moi par exemple je veux pas être à table avec les mariés ou je veux pas être à table avec les invités quoi. Donc moi je veux mon petit coin tranquille. Voilà donc vous préoccupez pas de moi. Moi je dirais manger à l'endroit où justement il y a eu le vin d'honneur ou que sais-je. Voilà donc c'est juste mettez-moi une assiette je m'arrange quoi. Voilà donc ça c'est important à savoir aussi. Est-ce qu'il y a un acompte, combien est l'acompte, quand est-ce qu'il faut le payer, etc. Voilà, c'est tous des trucs qui peuvent être mis dans le guide de bienvenue.
Ensuite, on va avoir, ici, moi je suis principalement photographe, donc du coup, j'ai un guide pour avoir des bonnes photos. Donc c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, la lumière. Donc par exemple, en fait, j'ai détaillé étape par étape, point par point du mariage. Voilà, pour les préparatifs, c'est bien que il y ait une pièce avec une seule source lumineuse, que ce soit le plus doux possible, de se mettre près justement de la fenêtre pour se faire maquiller, etc. Donc tout est écrit. Ça peut être le positionnement aussi. Lors de la cérémonie laïque, c'est bien que vous vous mettiez en triangle, comme ça, moi je peux capter tout le monde, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, tout ce qu'il faut pour obtenir au final de plus belles images. Alors un guide avec des prestataires de confiance, donc c'est par exemple des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc par exemple les fleuristes, les officiants, les wedding planners, etc. Ça fonctionne toujours bien. Et ensuite, même quand on me demande un rendez-vous, j'envoie un guide. C'est super, on va boire un verre, voilà, avec l'adresse du rendez-vous, comment ça va se dérouler le rendez-vous, le timing à prévoir, et j'ai même les choses à faire. Donc moi, je fais souvent le rendez-vous dans une ville ici, juste à côté, et donc c'est, si vous voulez aller plus loin après, il y a un chouette restaurant que je vous conseille qui est celui-là, il y a un chouette cinéma si vous voulez aller voir des films, il y a un théâtre, vous voulez passer un moment à deux, etc. Et voilà, c'est des toutes petites attentions et ça demande rien comme temps à faire, hein. Une fois que le guide il est fait, il est bien mis en page, ça prend peut-être une après-midi, vous l'avez pour les années qui viennent. Donc franchement, c'est un truc et une nouvelle fois que la majorité ne fait pas. Les bonnes pratiques justement par rapport au réseau. Vous allez voir que le réseau dans le mariage, c'est quelque chose de super important. Et donc du coup, les bonnes pratiques, c'est déjà de se rapprocher et de se présenter des autres vidéastes de mariage. Si vous commencez, il y a quelqu'un dans votre région qui est déjà bien installé, lui ou elle, il va avoir beaucoup trop de demandes. Et donc du coup, s'il vous connaît, qu'il vous trouve sympa, qu'il vous trouve que vous faites du bon travail, il peut renvoyer les clients quand lui est pris vers vous. Et ça, c'est vraiment un truc qui est super avantageux, donc de donner des doublons. Et une nouvelle fois, il faut se présenter, il ne faut pas aller voir les gens comme étant oh là là, moi j'ai peur de lui, machin. Et moi, par exemple, mes photos de mariage, j'ai commencé par être second pour une photographe. Et ça m'a appris le métier mais à une vitesse folle, quoi. Et donc après, c'était beaucoup plus facile d'avoir des clients parce que j'avais déjà des belles images, etc. Au niveau des prestataires, moi je conseille en fait de lister tous les gens qui sont autour de chez vous, que ce soit les robes, les fleuristes, maquillage, etc. Les contacter, dire voilà, bonjour, je m'appelle Jonathan, je me lance dans la vidéo de mariage, je serais hyper heureux de pouvoir faire des trucs avec vous, etc. Les identifier sur les posts, hein. Chaque fois que vous publiez quelque chose, vous les identifiez. Vous êtes allé à un mariage, même on voit pas les fleurs, la fleuriste c'était machin, vous taguez, voilà, absolument. Après ça fait des repartages, vous pouvez faire des concours aussi avec les autres prestataires, par exemple gagner un truc de fleurs ou un truc comme ça fonctionne super bien. Des collaborations, des shootings d'inspiration, j'y reviendrai après. Et alors connaître en gros la priorité. N'oubliez pas que d'abord les mariés, ils vont généralement chercher le domaine. Et puis le wedding planner ou l'un des deux, et que nous en fait on est en bas de ça. Généralement les vidéastes ils vont d'abord prendre un photographe et puis un vidéaste, donc du coup en fait nous on va être vraiment tout en dessous de la liste. Donc ça veut dire que se placer dans les petits papiers d'un domaine ou d'un wedding planner, c'est vachement bien parce qu'ils vont d'office en fait être plus haut dans la liste des contacts des mariés. Ensuite, les salons, bien ciblés, les salons du mariage, c'est de la folie. Moi, j'aime pas participer au salon du mariage, je participe plutôt à des festivals de mariage. C'est beaucoup plus intéressant, c'est plus petit, c'est ciblé. Et là, en fait, absolument de tout filmer, tous les stands qui sont présents, etc., de se présenter et de parler à tout le monde et après de faire une petite vidéo post-salon du mariage et vous taguer tout le monde. Vous allez voir, ça va faire une pub d'enfer. Alors les événements et les réseaux, ça existe. Moi ici en Belgique, je fais partie d'une ASBL qui s'appelle Biwi Event où il y a plein de gens du monde du mariage, j'ai rencontré plein de fleuristes, etc. Et donc il y a des événements chaque mois, il faut y participer. Et vous pouvez, si jamais il n'y en a pas, moi j'ai de la chance ici d'avoir Biwi qui est là, si jamais il n'y en a pas, vous pouvez absolument en créer un. Vous pouvez essayer de créer votre cercle de réseau avec tous les prestataires de mariage qui sont dans votre région, hein. Ça c'est vraiment le top du top. Voilà, et je finirai par cette magnifique phrase qu'on dit dans un podcast australien, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça veut dire en gros que vous valez, votre business vaut la taille de votre réseau, quoi. Ça c'est hyper important, évidemment, ça claque beaucoup plus en anglais, quoi. Alors justement, quand on parle de se construire un réseau, les shootings d'inspiration dans le mariage, c'est quelque chose qui est hyper fréquent et hyper bénéfique. Donc en gros,
Un shooting d'inspiration, c'est quoi? C'est en fait organiser un mini faux mariage pour que tout le monde puisse faire des images. Donc en gros, ça vous permet de rencontrer des nouveaux prestataires parce qu'il vous faut une robe, il vous faut des coiffeurs, il vous faut maquillage, etc. Donc c'est parfait. Ça peut être renforcer des liens avec des prestataires, ça peut être aussi de créer du contenu pour le blog, les réseaux, etc. Si vous n'avez pas d'image, vous faites un shooting d'inspiration, vous allez en avoir plein des images. Donc du coup, c'est vraiment super intéressant. Vous n'avez jamais fait de mariage, vous n'avez pas de vidéo, vous contactez des prestataires, vous dites on aimerait faire un shooting d'inspiration, est-ce que tu es partant, etc. Hop, on y va, on met tout en place. Vous allez vraiment rencontrer des nouvelles personnes, vous allez vraiment tisser des liens dans votre réseau, renforcer ce réseau et aussi, bien évidemment, vous créer des images pour vous vendre après dessus. Ça peut aussi donner des idées, des tendances. On imagine par exemple que vous en avez marre d'être tout le temps dans le même style de mariage. Et vous faites une fois un shooting d'inspiration avec d'autres idées un peu plus avant-gardistes, et c'est peut-être ça qui vont être tendance par après parce que juste on les a vues quoi. C'est aussi être publié, renforcer sa légitimité. Il y a plein de blogs de mariage en fait qui repostent des vrais mariages et des shootings d'inspiration. Et donc il y a plein de mariés qui vont voir ça et qui disent oh, putain, ce serait bien en fait qu'on fasse ça, ça c'est sympa, etc. Et c'est qui a fait ce truc là? Ah tiens la vidéo ça a été fait par machin. Voilà, c'est une nouvelle fois, c'est hyper facile. Et une nouvelle fois vous dites j'ai été publié sur La Mariée aux pieds nus qui est un gros blog mariage. D'office vous allez avoir plein de gens qui vont vous contacter parce qu'ils vont vous avoir vu là-dessus. Étoffer son portfolio, j'en ai déjà parlé, et alors réorienter son business par rapport à la clientèle, à la région. Je prends un exemple, moi j'ai fait un shooting dans le sud de la France, alors que j'habite en Belgique, j'ai eu des demandes pour des mariages dans le sud de la France après. Donc on imagine que vous voulez absolument, je ne sais pas moi, photographier ou créer des vidéos de mariage en Grèce. Vous organisez un shooting d'inspiration en Grèce, je peux vous dire que vous allez avoir évidemment des demandes pour des mariages en Grèce. Parce que les gens vont avoir vu ça, ils vont avoir eu l'envie, et évidemment, vous essayez de faire ça avec des prestataires qui ont la même envie ou qui sont déjà en Grèce. Voilà. Ensuite, vous allez avoir testé de nouvelles choses. En mariage, on n'a pas souvent l'occasion de tester des choses. On imagine que vous voulez tester un nouvel objectif ou quoi. Moi, j'ai un objectif tilt shift. Je l'ai testé sur un shooting d'inspiration, c'est très difficile à tester en mariage quoi, parce que vous pouvez pas une nouvelle fois pas vous planter. Et une fois que c'est testé, hop, là vous pouvez le transposer. Je vais prendre justement un de mes exemples. Donc moi j'ai réalisé avec justement Bibi, etc. un shooting d'inspiration parce que je trouvais que tous mes mariages étaient toujours l'été et j'avais envie en fait que ma saison soit plus longue et d'avoir des mariages d'hiver. Donc du coup, on a fait un shooting d'inspiration en hiver. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu 10 demandes de mariage en hiver, donc ma saison s'est nettement plus étendue. J'ai eu une publication sur un blog spécialisé dans le mariage avec ces photos-là. J'ai eu un shooting pour la nouvelle collection des robes, justement, celle qui faisait les robes, elle a bien aimé mon boulot et donc elle devait shooter ses robes, hop, c'est moi qui ai pu les shooter. Des mentions sur les réseaux sociaux, et des nouvelles audiences au final des autres prestataires. Une fois que vous taguez tout le monde, les autres ils repartagent et alors vous vous arrangez tous pour partager en même temps, comme c'est vraiment un gros buzz qui se crée. Et alors j'ai signé aussi le mariage du bijoutier qui a fait les alliances justement pour ce shooting là. Donc juste une bête journée au final du mois de décembre en fait m'a rapporté plein de trucs quand on y réfléchit. Donc les shootings d'inspiration, faites-le. Il y a plein de gens qui disent ouais c'est pas des vrais mariages, c'est pas des... On s'en fout franchement, c'est juste trop bien. Le tout c'est de pas se vendre uniquement sur des shootings d'inspiration. Voilà, vous avez 5 vidéos de mariage, c'est 5 shootings d'inspiration. À un moment donné, il ne faut pas déconner, il faut quand même se montrer ce qu'on fait réellement. Alors justement, comment acquérir des clients? On va parler ici des stratégies d'acquisition de clients. Oubliez LinkedIn. LinkedIn, c'est pour les pros, c'est pour les entreprises, etc. Ici, tout fonctionne avec Instagram. Le bouche à oreille, hyper important. Donc avoir une expérience client au top, avoir une offre totalement unique et un système de recommandation. Moi je sais que par exemple je dis si vous m'apportez un nouveau mariage, je vous offre un tirage. Voilà, c'est un mariage, c'est peut-être 2000 €, un tirage ça va peut-être coûter 50 €. Donc voilà, au final le retour sur investissement il est vraiment bon. Vous pouvez vous offre une séance photo, truc comme ça, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui fonctionne. Moi, les 3/4 de mes mariages, c'est du bouche à oreille. J'ai même pas besoin d'alimenter mon site, j'ai même pas besoin d'alimenter mon compte Instagram, etc. Quasiment tout passe par là. Le SEO, donc avoir une page de vente sur son site internet, avoir une page d'accueil, un blog, etc. Et aussi créer du backlink, donc ça veut dire
je suis allé shooter chez une fleuriste pour présenter son atelier, etc., une fleuriste de mariage, bah, elle va repartager une nouvelle fois votre vidéo, vous allez la mettre en avant sur votre blog, etc. Et donc du coup, ça va faire du lien en fait comme ça entre les différents sites, ce qui est hyper intéressant pour Google. Les salons, bah, bien les cibler et alors ne pas vendre, aider, ça c'est hyper important. Moi j'ai été dans un festival de mariage et en fait j'ai été le photographe qui a signé le plus. Et quand j'ai demandé chaque fois aux mariés bah, pourquoi en fait vous êtes venus chez moi, ils m'ont dit bah, en fait vous nous écoutiez vraiment et on avait vraiment l'impression que vous n'avez pas envie de nous vendre quelque chose mais juste de nous aider, de présenter votre truc quoi. Donc ça c'est hyper important en fait, c'est vendre sans se vendre en fait, voilà. Les autres ils voulaient pousser vers des grosses formules, des machins ou quoi, ils disent, bah, ah vous voulez quoi vous? Un mariage intimiste, ok, bah, je pense que c'est bien de faire ça, c'est bien, vraiment être dans le conseil et dans l'humain, ça c'est des relations humaines au final. Les réseaux sociaux, Instagram, super important, c'est la base. Pinterest, il y a plein de gens qui négligent Pinterest alors que dans le mariage c'est vraiment hyper important parce que plein de gens vont essayer d'aller voir des inspirations et donc ils regardent après les photographes, ils trouvent de la région, voilà. Après je pourrais faire 3 heures de formation sur Pinterest pour la photo et la vidéo de mariage. YouTube, honnêtement c'est un truc, moi j'ai signé des mariages parce que je fais des vidéos YouTube, voilà. Les autres prestataires, les doublons, être recommandés, aller aux afterwork, etc. Le réseau, super important. Plein de recommandations, plein de doublons, ça passe par là. Hein. Une fois que vous êtes potes vraiment avec des gens dans le milieu, vous vous recommandez l'un l'autre et ça décolle. Les annuaires de mariage, dont les trucs genre mariage.net ou quoi, moi je trouve vraiment ça à éviter. Parce que vous allez retrouver en fait dedans et dessus des clientèles qui veulent peut-être un petit peu juste du formatage, je ne sais pas comment dire ça, c'est un petit peu moins quali en fait que les gens qui viennent vraiment vous trouver pour vous. Et une nouvelle fois, parfois il y a des commissions, etc. Et voilà, moi j'ai été inscrit sur un annuaire et j'ai arrêté parce que les mariés qui arrivaient chez moi via cet annuaire-là me correspondaient en fait absolument pas. Donc soit c'est bien ciblé et là à ce moment-là, bah oui c'est ok, ou alors voilà. Mais moi je dirais vraiment à éviter. Une nouvelle fois, c'est que mon avis. Hein. Et de toute façon, il faut tenter, analyser et puis ensuite ajuster. Je prends l'exemple de l'annuaire, j'ai tenté, j'ai analysé, j'ai vu que c'était pas top, bah j'ajuste et je quitte. Voilà, je perds pas de l'argent là-dedans. Donc c'est vraiment un truc et ça c'est pour tout, dans tous les aspects d'un business, vous devez toujours voir et tester et puis voir ce que ça donne après. Je vais juste ici prendre en fait une petite chose qui est à faire et qui est vraiment pas, qui prend pas beaucoup de temps et qui peut vraiment rapporter. Imaginez un petit peu, vous créez un guide sur comment obtenir une belle vidéo de mariage. Ce guide-là, ça vous prend peut-être une après-midi. Vous listez, voilà, pour avoir une belle vidéo de mariage, il faut ça comme lumière. Au niveau du DJ, il faut peut-être demander ça. Le domaine, c'est bien un truc. Si vous avez une cérémonie, c'est mieux de la faire en extérieur, c'est plus joli, blablabla, blablabla. Enfin, vous expliquez juste tout ça. Avec tout ça, vous expliquez votre guide dans une vidéo que vous postez sur YouTube. Donc voilà, c'est juste, alors là, vous écrivez votre script, vous l'avez déjà écrit de toute façon, vous mettez un petit prompteur ou quoi, et hop, vous faites votre vidéo comme ça. La vidéo, vous la postez sur YouTube, vous la postez en format court sur Instagram, vous la postez par après aussi sur votre page Facebook, votre truc, tout ce que vous voulez. Et vous faites un article de blog où vous reprenez une nouvelle fois le script et vous mettez cet article de blog sur votre site internet avec la vidéo après en dessous. C'est un truc qui prend littéralement une après-midi. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous créer une expérience client au top parce que vous allez leur partager. Ça va renforcer votre côté pro en disant « Ah putain, celui-là, en fait, c'est totalement un professionnel, il sait de quoi il parle, il fait des guides, des trucs, machin. » Ça va vous aider dans le référencement. Parce qu'on va parler de vous dans le mariage, dans le truc. Ça va donner une ressource gratuite que vous allez pouvoir envoyer peut-être pour capturer des emails. C'est une après-midi et vous pouvez réutiliser ça une nouvelle fois à l'infini. Ça prend une demi-journée et 98% des vidéastes ne le font pas. J'ai une nouvelle fois, j'adore inventer des statistiques, mais je pense vraiment qu'on ne doit pas être loin de 98%, vraiment. Au niveau justement d'Instagram, j'en ai parlé que c'était vraiment hyper important. Qu'est-ce que vous devez absolument avoir sur votre compte Instagram? Déjà, une photo de soi, pas le logo, etc. Les gens veulent de l'humain. Ensuite, quand vous publiez une story, un reel, etc., n'oubliez pas que votre post, il a 3 buts. Soit divertir, soit inspirer, soit
éduquer. Montrer les trucs de vos enfants, machin quoi, les gens ils s'en foutent complètement. Donc voilà, ou alors c'est dans votre stratégie d'acquisition, etc. Voilà, vous êtes le photographe familial et donc la famille c'est important, etc. À ce moment-là, oui, le fait de montrer vos enfants, etc. ça va être important. Mais voilà, vraiment bien respecter, dire quand je poste quelque chose, est-ce que ça remplit le divertissement, l'inspiration ou l'éducation? Ensuite, d'avoir dans votre bio, en fait, ce qu'on fait et pour qui on le fait. Vous voyez que moi, j'ai mis, voilà, photographe spécialisé dans le mariage en Belgique et à l'étranger pour marier authentique, aventureux et follement amoureux. Donc, en gros, celui qui n'est pas authentique, celui qui n'est pas aventureux et follement amoureux, bah, il va voir ça et dire « Ah non, c'est pas pour moi là ». Et une nouvelle fois, voilà, il faut absolument ne pas plaire à tout le monde et vraiment cibler et annoncer directement. Voilà, c'est un peu... je fais X avec Y pour Z, machin chouette là. Donc voilà, et une nouvelle fois, un appel à l'action, moi c'est aller sur mon site. Ensuite, les stories à la une, bah, c'est bien de mettre les avis des clients, des tips, les produits que vous vendez, les types de prestations que vous faites, etc. Et enfin, une nouvelle fois, bah, votre grille, évidemment, que du mariage, si c'est ce que vous voulez absolument cibler. Si vous voulez attirer du mariage, vous faites du mariage. Si vous voulez attirer du corpo, vous ne mettez pas un truc de corpo au milieu de vos trucs de mariage. Voilà, ça passera pas parce que les gens ils veulent vraiment quelqu'un de spécialisé pour le mariage parce que c'est un des jours les plus importants de leur vie. Une nouvelle fois, le nombre d'abonnés, etc., franchement, on s'en fout complètement. Le mieux, c'est de construire des relations humaines. Ouais, ici, j'en ai 895 à l'époque où j'ai fait la capture d'écran. Ça me remplit mes saisons de mariage, hein, donc j'en ai rien à foutre d'avoir des 10 000 machins. Je suis photographe de mariage ou vidéaste de mariage et pas influenceur. Hein. Et alors évidemment, votre Instagram, c'est vraiment un rayon de votre magasin pour aller ensuite à votre site qui est la caisse enregistreuse. C'est là que vous allez, ah oui, ça a l'air vraiment pas mal, c'est vachement bien, nanana, hop, la caisse enregistreuse, on passe sur le site et là c'est, ah ouais, ça c'est top, c'est ce qu'il me faut, je prends un rendez-vous. C'est vraiment ça le but qu'il faut avoir. On arrive à la fin et je vais vous expliquer en fait ici les ressources et les inspirations. Donc il y a un super podcast d'un Australien qui parle justement de l'entrepreneuriat, principalement pour les photographes et les vidéastes de mariage. Il y en a un autre aussi avec l'entrepreneuriat du mariage. Il y a Flora Battesti qui a fait partie justement des vidéopreneurs, qui a une chaîne YouTube sur la vidéo de mariage. Si vous parlez anglais, il y a Wayward North qui justement a une chaîne YouTube sur le mariage en anglais. Vous devez absolument voir ce film de mariage de Bottlebrush Films. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs films de mariage que j'ai vu de ma vie, il est incroyable. Il y a un duo de photos et vidéos de mariage qui claque totalement français, ça s'appelle The Wild Strawberry. Il y a Cocktail The Conv, c'est en gros une convention avec tous des photographes et des vidéastes de mariage, ça se fait à Nantes, je pense. Donc ça c'est hyper important aussi si vous voulez faire du réseau, vous présenter, etc. Photo Pandora, c'est là où vous pouvez en fait commander des clés USB gravées, etc. Ça coûte vraiment pas cher, ils sont super bien, ils sont très très réactifs, etc. Et vous pouvez vraiment avoir des coffrets USB qui ont un impact de marque assez fort. Le Polaroid Lab, c'est vraiment une petite... vous prenez des photos avec votre téléphone et vous en sortez un Polaroid. Moi, je fais toujours ça. Et à la fin du mariage, je dis ça, voilà, au revoir, merci beaucoup, c'est super. Et ça, c'est un petit Polaroid pour mettre sur le frigo demain matin. Ça fait un effet de dingue. Ils sont là, oh, ça a été pris cette journée-ci, mais comment t'as fait? Voilà, vous partez sur une note. Voilà. Pascal Délé, c'est un vidéaste de mariage français. Lui, il est vraiment dans le luxe. Hein. Il a fait le mariage de Sophie Turner de Game of Thrones, etc. Mais ses films sont vraiment d'une qualité incroyable. Mais bon, lui, il est avec 3 bus de régie, etc. Mais c'est vraiment à voir. Et il a fait une formation sur Ampara, sur le film de mariage. Donc, voilà, je vous le conseille. Canva pour tout ce qui est création de guides, de templates, de stories, etc. La mariée aux pieds nus, c'est un blog mariage super tendance. Et alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez retrouver en podcast avec le podcast des créatifs de l'image et alors me suivre sur YouTube et je suis disponible sur le Discord des vidéopreneurs pour les vidéopreneurs qui passeraient par ici. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et si vous avez justement des questions, vous pouvez les indiquer dans les commentaires de la vidéo et je ferai vraiment un grand plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère vraiment que tu auras pu apprendre plein de choses par rapport à cette masterclass. D'ailleurs, justement, dis-moi dans les commentaires le point de la masterclass qui t'a un petit peu le plus fait réfléchir ou qui t'a le plus impacté. Et si tu veux justement me soutenir dans mon travail, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux liker, commenter, tout le bazar qui va avec. Et on se retrouve justement sur une de ces 2 vidéos-ci. À tout de suite sur une de ces 2 vidéos.